Ce magazine vous a été proposé en partenariat avec la région Alsace. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à l'artisanat en Alsace. Plein feu sur les artisans de la région, les artisans talentueux qui savent réaliser plein de choses. Regardez, restaurer les anciennes voitures, c'est plutôt sympathique. Au menu de cette émission, retour sur les universités d'été de l'artisanat. C'était il y a quelques semaines à Mulhouse. Nous parlerons également de ces artisans alsaciens qui rêvent de Chine. Dialogue dans un instant avec Bernard Stalter, le président de la Chambre des métiers d'Alsace. Ce magazine est enregistré dans l'espace artisanat de la foire européenne de Strasbourg. Profitez-en bien. Salut Bernard Stalter, président de la Chambre des métiers d'Alsace. Très heureux de faire ce magazine avec vous. Ce magazine va parler de l'artisanat dans la région, du dynamisme de l'artisanat dans la région. C'est une force économique essentielle. Pour moi, c'est une priorité. Je pense qu'on n'a pas encore vraiment notre place, mais grâce à vous, grâce aux émissions que nous allons faire, nous allons gagner notre place dans l'économie alsacienne. L'artisanat, c'est combien d'emplois en Alsace ? 140 000 emplois. C'est petit. C'est une paille, 140 000. Oui. Sauf de ces 140 000, il n'y en a pas un qui délocalise. Nous formons à peu près 6 000 apprentis par an, donc nous créons l'emploi vraiment local. Nous sommes présents dans le fin fond des vallées, nous sommes présents dans les cités, et les 140 000 emplois, c'est de l'emploi durable, comme le développement. Et justement, développement durable, c'est un axe de développement important pour vous, il faut porter ça. On va créer encore plus d'emplois avec ça ? Alors, deux choses. Le développement durable, il y a le développement durable dans le BBC, dans le bâtiment, là oui, on va créer de l'emploi. Il y a le développement durable dans les autres entreprises, l'ergonomie des collaborateurs, c'est un champ très large, le développement durable. Est-ce que les artisans souffrent encore de la crise économique ou alors est-ce que c'est reparti pour eux ? Alors par contre, là, ils en souffrent peut-être plus maintenant qu'au début de la crise. Parce qu'on est le dernier maillon de la chaîne, les métiers de service, les métiers de bouche, mais nous nous portons certainement d'une manière quand même relativement stable, mais nous ne sommes plus dans le développement que l'artisanat a connu. Donc la situation est fragile, mais on peut être très optimiste. Il y a des métiers qui s'en sortent mieux que d'autres ? Les métiers de bouche se sortent relativement bien. Oui, ça marche bien. Les métiers de service aussi, c'est surtout le bâtiment qui a souffert. C'est dans le bâtiment, hein. Mais je pense que plâtrier et compagnie qui souffrent beaucoup. Ouais, mais je pense qu'ils sont en train vraiment de rebondir. Merci Bernard. On continue ce magazine spécial artisanat. On va revenir sur les universités d'été. Vous en gardez un bon souvenir ? On parlait justement de développement durable. Oui, alors les universités d'été, c'était les troisièmes. Moi, je crois que c'est une vraie réussite. Pourquoi ? On parle d'une même voix. L'artisanat, il n'y a plus des chambres consulaires et les organisations professionnelles. On parle ensemble d'une seule voix et on construit les orientations budgétaires de la chambre, mais aussi des organisations professionnelles. Les universités d'été, Émilie Jaffrat y était. Regardez, petite revue de détail, on a beaucoup parlé développement durable. C'est la rentrée de l'artisanat et pour bien démarrer l'année, les artisans de la région se sont réunis pour écouter, témoigner et réfléchir sur le thème du développement durable. Une cinquantaine de métiers étaient représentés dans les domaines du bâtiment, des services et de la bouche. Chauffagistes, coiffeurs ou mécaniciens, le thème du développement durable est une réelle piste de réflexion. Les artisans pensent à l'impact de leur activité au quotidien. C'est une des préoccupations principales de l'artisanat aujourd'hui, dans tous les domaines. Et les gens, nos clients sont aussi sensibles à ce volet-là. Ils veulent aujourd'hui des voitures qui polluent moins, ils veulent des voitures propres. Il y a aussi un côté économique, ils veulent que ça coûte moins cher à l'entretien ou à l'utilisation journalière. Donc c'est un volet, c'est omniprésent, on est en plein dedans. Et aujourd'hui, il faut le travailler et encore plus. Ça c'est clair. Changer sa façon de travailler est un passage obligé, mais les artisans le voient comme une solution pour l'avenir. Il est grand temps que nos métiers s'en occupent, parce que le développement durable, c'est un concept qui existe depuis presque 30 ans. Et ces périodes de crise
il est très important à ce que les entreprises se positionnent pour faire des efforts pour progresser. À mon avis, c'est la seule alternative qui va permettre à une entreprise de s'en sortir. Valérie Létard, secrétaire d'État chargée des technologies vertes, a été l'invitée de ces 3e universités d'été. Pour elle, artisanat et développement durable sont indissociables. Les Grenelles de l'environnement en ont posé les objectifs. C'est 40% de la population active française qui sera impactée par des évolutions environnementales, en tout cas dans les compétences à acquérir, liées bien évidemment aux enjeux et aux objectifs des Grenelles de l'environnement. C'est par la formation et l'évolution des compétences dans ces domaines qui sont nécessaires en termes de développement durable que l'on fera des entreprises artisanales françaises, des entreprises toujours plus compétitives, toujours plus efficaces, avec, comme on le voit aujourd'hui dans ce département et dans cette région, une place prépondérante dans le tissu économique local. Le développement durable demande de nouvelles compétences. Les artisans doivent se former à des techniques nouvelles. 26 000 entreprises artisanales sont concernées en Alsace. Bonjour Jean-Louis Freid. Bonjour Tanguy. Vous allez bien ? Très bien. On est dans une ambiance un petit peu asiatique, ce sont des bambous. On va parler de la Chine. Les artisans alsaciens se sont déjà attaqués il y a quelques années au marché chinois. Et là, on accentue le mouvement. Voilà. Effectivement, j'ai eu la chance d'accompagner 3 entreprises alsaciennes mi-juillet à Shanghai pour prospecter le marché chinois et effectivement aussi présenter ces entreprises à l'exposition internationale de Shanghai. Shanghai, c'est vraiment une piste de développement sérieuse ou c'est un peu le miroir aux alouettes ? Parce que tout le monde dit Chine, 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 chiffre d'affaires merveilleux, formidable. On réussit vraiment en Chine ? Alors, les entreprises que j'ai accompagnées, je les ai accompagnées effectivement auprès de futurs clients. Donc il y avait la manufacture d'orgue Daniel Kern. Qu'on va voir en sujet dans un instant. Il y avait Christian Verret, donc staffeur plâtrier, et Hubert Aborbuche qui est restaurateur de carrosserie ancienne. Qu'on verra également dans un instant. Voilà, et effectivement, pour ces 3 entreprises, on était aussi bien chez les directeurs de conservatoires ou chez les architectes. Il y a une réelle demande pour l'excellence du savoir-faire alsacien. Parce que d'autant plus, ces 3 entreprises sont des entreprises du patrimoine vivant, donc qui représentent vraiment un savoir-faire assez exceptionnel. Alors il y a un label entreprise du patrimoine vivant. Voilà. C'est qui et ça sert à quoi ? Alors, les entreprises du patrimoine vivant, on est actuellement 27 en Alsace. Et on souhaite devenir une des régions les plus fortement représentées par ce label. C'est un label national décerné par le ministère de l'Artisanat. Donc, c'est donné à des entreprises qui effectivement possèdent un savoir-faire très spécifique, une démarche commerciale également, et c'est ces entreprises-là qui sont effectivement reconnues comme entreprises du patrimoine vivant. Ce label, on l'a pour 5 ans et ensuite il est renouvelé effectivement si tous les critères sont respectés. Kern est un facteur d'orgue mondialement réputé. L'entreprise est strasbourgeoise et désormais Kern veut s'attaquer au marché chinois. Reportage de Juliette Rocher. C'est depuis 1953 qu'on a les tout premiers instruments que nous avons réalisés. Nous sommes une petite entreprise artisanale, donc notre chiffre d'affaires n'est pas énorme, mais nous sommes la première entreprise française en facture d'or quand même. Et notre chiffre d'affaires à l'export, c'est pratiquement 80%. Nous avons quand même 20 employés, 20 ouvriers que nous avons formés, des très bons ouvriers. Et donc je veux absolument garder notre personnel. Et si nous ne exportions pas, nous arriverons, il faudrait que je licencie au moins la moitié du personnel. Les Chinois nous ont bien sûr demandé où nous avons déjà travaillé, etc. Et ce qui les a beaucoup rassurés, et je pense que c'est un grand plus pour nous, comme nous travaillons depuis 25 ans pratiquement pour le Japon. Pour eux, c'est vraiment la référence. J'étais d'abord très surpris par la vivacité, l'esprit d'entreprise de tous ces Chinois que nous avons rencontrés.
la vitalité de ce pays jeune et donc qui construisent également des salles de concert qui ne sont pas uniquement des économistes mais qui essayent également donc maintenant d'ouvrir leur pays à la culture et aux cultures des différents autres pays et je pense qu'on a tout à fait notre place pour la réalisation d'instruments dans les salles de concert et je suis relativement optimiste à décrocher des chantiers dans ce pays. Jean-Louis Frey, de quoi ont besoin les Chinois? Quelles sont les entreprises alsaciennes qui les intéressent, les artisans alsaciens? Alors tout ce qui fait dans le haut de gamme, clairement. Non, on va pas dire que peut-être le boulanger... On va pas se raconter de bêtises. Ouais. Le plâtrier du coin, il a peu de chances de trouver des parts de marché là-bas. Parce qu'ils savent poser du plâtre au kilomètre, on va dire, sans souci. Ils ont de ces projets tout à fait extraordinaires, inimaginables chez nous. On a rencontré un architecte qui est en train de construire à Shanghai un centre commercial de 200 000 mètres carrés. Et puis, il y a l'argent, il faut le dire, L'argent est là, les entreprises alsaciennes doivent aller chercher là-bas. C'est ces créneaux-là, effectivement, où il faut s'engouffrer. Merci Jean-Louis Frey, on se reverra très vite. Avec plaisir. Autre marché porteur en Chine, on ne le croirait pas, ce sont les voitures de collection. Et il y a un carrossier très particulier dans la région, Aberbuch, et c'est un métier formidable. Il a une passion extraordinaire, il restaure de très vieilles et de superbes voitures. Regardez ce reportage. Nous sommes donc une entreprise de carrosserie spécialisée dans la restauration de voitures de collection. Nous travaillons sur des populaires de chevaux, Panhard à ronde ou Coccinelle et aussi sur des voitures de prestige telles que Bugatti, Ferrari ou Mercedes. Je fais ce métier donc depuis 40 ans, donc le brevet de maîtrise en 1978 et donc il y a 6 ans, nous avons eu les premiers contacts et les premières commandes du musée de Mulhouse. Ce musée avait un besoin de carrossiers pour restaurer la collection. Tous ces travaux donc sont effectués d'après des règles très précises, des règles de déontologie qui sont propres à la restauration-conservation du bien culturel. Si une décision est prise de faire des travaux de restauration, de conservation sur un véhicule, on commence par des recherches historiques. On essaie de dater les différentes pièces, voir ce qui est d'origine, suivant ce qui a été modifié durant les époques. On démonte, on fait un constat d'état, l'état des lieux. On fait quelques analyses, parfois de métaux ou de peintures. On aide à l'élaboration du cahier des charges et tout ça. La durée est toujours en accord avec le client et la restauration peut durer 1 ou 2 ans. Là, nous sommes donc une très petite structure et c'est surtout du travail manuel. Et donc, nous tapons, nous formons et nous arrivons à reconstituer une pièce entière ou une aile ou même une carrosserie complète. Sous l'impulsion donc du président de la Chambre des métiers de la région Alsace, nous étions donc présents au pavillon Alsace en Chine pour représenter l'artisanat. Et donc, nous avons entamé donc des pourparlers pour faire des échanges, d'un côté éventuellement échanges culturels et en même temps, vu notre savoir-faire et notre métier, d'entamer des travaux éventuellement de restauration sur leur future acquisition. Donc nous avons eu déjà donc la visite du consul général de Chine à Strasbourg et nous avons un rendez-vous donc de gens de musée de Pékin qui viennent à Strasbourg en octobre et que donc nous emmenons au musée de Mulhouse et donc pour essayer de concrétiser un peu tout ça. Le fait de travailler avec donc le musée de Mulhouse nous oblige à appliquer des règles très précises de restauration-conservation qui sont internationales et qui sont bien définies et donc ce qui nous permet de travailler donc avec des musées nationaux et donc peut-être avec la Chine.
En début de magazine, je vous disais que les artisans, ça sait faire plein de choses. La preuve, pourquoi pas dessiner un salon tout en bois, c'est Bruno Bernard à Innsbruck qui fait cela. 2 informations essentielles à vous donner avant de se quitter. 10 et 17 octobre, portes ouvertes chez les artisans de Masevaux, du Pays de Hanau et du Sungo. 2e information essentielle, les artisans votent pour renouveler leurs représentants à la Chambre des métiers d'Alsace. Il faut le faire avant le 13 octobre. Les sites internet s'affichent sur votre écran pour revoir l'émission et trouver davantage d'informations. Merci de votre fidélité. On se retrouve le 26 octobre pour un nouveau magazine Artisan.